Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et joyeux Halloween. Ah, j'adore cette période de l'année. L'air qui devient plus frais, les feuilles qui tombent en une pluie crépitante, les quantités astronomiques de bonbons qu'on peut s'envoyer sans culpabiliser, et surtout, l'ambiance qui devient plus festive et pourtant plus sombre. C'est juste la saison parfaite pour les monstres et esprits de tout genre. Ce qui est un peu un comble vu que ma dessinatrice est la plus grosse trouillarde du monde réel. Alors elle vient de nous envoyer un message, elle dit encore une vanne comme ça et tu passeras les 5 prochains épisodes avec la tronche recouverte de furoncles purulents. Oh là là, si on peut plus rigoler. Blague à part, tout comme Noël, Halloween a ses petites coutumes, que ce soit participer à la chasse aux bonbons de son quartier, organiser des soirées à thème, ou tout simplement se poser pépère devant ses jeux ou films d'horreur préférés. Perso, ma tradition, c'est de me retaper l'étrange Noël de Monsieur Jack, Coraline, Pinocchio et Qui veut la peau de Roger Rabbit en me gavant de junk food, pas nécessairement dans cet ordre. Et à tous les cuistres qui me diront qu'il est impossible de faire un film d'animation effrayant, je réponds ça. Le déguisement parfait. Tu te souviens de moi, Eddie? Lorsque j'ai tué ton frère, je parlais plutôt comme ça! Tu as conscience d'avoir probablement réveillé des traumas d'enfance de tes spectateurs. Oui, Et d'avoir toi-même réveillé un des tiens avec Monstro. oui, Mais tu t'en moques parce que cette simple idée te fait exploser de rire et de satisfaction. oui. Et tu te rappelles que tu m'as promis une augmentation. Tu me prends vraiment pour une idiote en fait. Fais suer. Et ouais, malgré tous les préjugés qu'on peut avoir sur le médium, l'animation est un excellent moyen de traiter les histoires d'épouvante. Encore plus quand il est question de monstres et de créatures bizarres. Il suffit de regarder la liste de programmes à destination d'un jeune public qui regorge de monstres, de fantômes et d'aliens. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'une série de mon enfance pleine à craquer de ces créatures, Martin Mystère. Martin Mystère est une série d'animation franco-italo-canadienne de 66 épisodes répartis en 3 saisons diffusées entre 2003 et 2006. Le projet a été développé par David Michel et Vincent Chalvon de Mersey qui ont également bossé sur Totally Spies. C'est une adaptation vraiment très libre des BD italiennes Martin Mystère, le détective de l'impossible, comptez pas sur moi pour prononcer le titre original, d'Alfredo Castellini et Giancarlo Alessandrini, elle-même publiée depuis 1982 en Italie et 1983 en France. Si les BD racontent les aventures d'un écrivain qui part régulièrement à la recherche des mystères du monde, la série préférera reprendre la formule Totally Spies en faisant des protagonistes des ados qui vont au lycée, tout en travaillant pour une organisation secrète qui bosse dans le paranormal. Elle la suivra même de très près en calquant une esthétique inspirée des mangas, avec une animation très limitée qui abuse et surabuse des lignes de vitesse, des mimiques super déformées et des séquences recyclées à l'infini. Et même si Martin et compagnie ne sont pas aussi agaçants que les Spies, ils restent aussi peu exploités et un peu lourds sur les bords que leurs consoeurs. D'ailleurs, ces dernières voleront tous les moyens d'exploitation possibles pour une série d'animation de l'époque. En effet, Martin Mystère n'aura pas eu droit à une saison produite par les studios Disney France, ni de spin-off avec des enfants, ni à un reboot annoncé en 2022, ni à un film qui raconte la formation de notre groupe de héros. Juste un épisode crossover entre les deux licences et merci bonsoir.
Ce qui est un peu dommage pour les gens qui, comme moi, ont une préférence pour Martin Mystère. Faut dire que les histoires paranormales me parlent plus que les histoires d'espionnage. Et puis, ça devient marrant quand on finit par avoir les références des épisodes. Oh ben tiens, une entité alien qui attaque une base scientifique en Antarctique. Oh ben tiens, un hôtel hanté avec un labyrinthe juste à côté et un type qui a des faux airs de Stanley Kubrick. Oh ben tiens, un auteur d'horreur à succès qui s'appelle littéralement Evan Prince. Mais où vont-ils chercher tout ça ? En tout cas, malgré ses défauts évidents, j'aime toujours autant cette série. Et comme je trouve qu'elle n'a pas reçu assez d'amour, j'ai décidé d'en faire mon exercice mensuel. J'ai d'ailleurs envie de réitérer mon expérience sur Princess Starla en reprenant l'esthétique d'une autre série. Voici donc une refonte des 3 protagonistes de Martin Mystère à la façon de Steven Silver, principal chara designer de Kim Possible. À nos marques. Prêts ? Dessinons. Dans la bande dessinée, Martin Jacques Mystère est un historien de l'art, /archéologue, /anthropologue, /aventurier, /écrivain, /producteur télé, /collectionneur d'objets étranges français vivant à New York. Parce qu'avoir un métier unique, c'est pour les faibles. Ses parents sont morts dans un crash d'avion inexpliqué, ce qui l'a rendu obsédé par la recherche des légendes et mystères du monde. Il voyage donc un peu partout où il peut y avoir une aventure et ou un mystère intéressant. Il en profite également pour protéger ses trésors de personnes qui voudraient se les approprier et des hommes en noir, ils sont partout, qui cherchent à détruire tout ce qui pourrait contredire l'histoire officielle. Noblesse de héros oblige, il refuse de tuer mais reste armé de son Murkadna, une espèce de pistolet paralysant atlante que lui seul peut utiliser. Dans la série, Martin Mystère est un ado de 16 ans assez immature, mauvais élève et grand geek fasciné par le paranormal en général. C'est aussi un dragueur invétéré qui tombe amoureux au premier regard ou presque, mais n'ira jamais bien loin avec aucune fille qu'il rencontre. Même quand il finit par avoir une copine officielle, il rompt 1 ou 2 épisodes plus tard, c'est dire. En parallèle de ses études, il est un agent spécial au service du Centre, une organisation secrète qui gère toutes les affaires paranormales de la planète. Et sa culture geek l'aide dans pas mal de ses enquêtes, en plus de ses capacités athlétiques. Pas de pistolet à Atlante pour lui, mais une montre super high-tech appelée le Chronoscan, qui lui permet de stocker et utiliser tout un tas de gadgets. Analyseur, cutter laser, Légendex, aucun rapport, lance-filet, perche, bouclier laser qui dure jamais bien longtemps, machine à café, ouvre-boîte, j'en passe et des meilleurs. Il est joué par Sam Vincent en anglais et Alexis Thomasian en VF. Ouais, c'est ça, enchanté. Alors, quel genre de fantôme? Poltergeist? Hurleur? Sans tête? Zombie? Ectoplasme? Ghoul? Martin est un personnage assez amusant et qui ne laisse pas son côté clown trop empiéter sur ses capacités. Mais il ne changera jamais vraiment de comportement au fil de la série, ce que je trouve un peu dommage. Voyons donc comment on pourrait le réécrire. Déjà, j'aimerais demander pardon aux créateurs de la bande dessinée originale, car je vais continuer le sacrilège commis par la série en faisant des personnages de jeunes étudiants. Je pense garder les couleurs principales des personnages pour conserver une certaine cohérence graphique. Martin sera donc un blondinet habillé de jaune et de rouge, mais il n'aura pas de veste enflammée comme dans la série. J'ai plutôt envie de lui donner une combinaison à la Ghostbusters, accessoirisée avec un casque et l'indémodable Chronoscan. Encore désolé les auteurs originels. Ce qui me donne la transition pour me lancer dans la réécriture du pitch. J'ai bien envie de reprendre la formule la bande à Picsou dans un monde où le surnaturel est un fait établi, mais pas nécessairement hyper connu du public. Il y aurait donc toujours des délires autour des cités cachées, des créatures aux pouvoirs cosmiques phénoménaux et des malédictions en tout genre, et peut-être des aliens aussi, j'ai pas encore tranché, mais dans des endroits généralement reculés et difficilement accessibles aux humains. Enfin, pas suffisamment reculé et difficilement accessible aux humains pour démotiver Martin Mystère qui part au quart de tour dès qu'un mystère intéressant pointe le bout de son nez. Je l'imagine bien comme un grand gamin surexcité et facilement distrait, mais néanmoins très impliqué dans ce qu'il fait. C'est juste plus difficile avec les sujets qui ne l'inspirent que moyennement. Inspiré par ses parents eux-mêmes aventuriers dans leur temps, il a étudié les folklores et légendes du monde entier dans l'espoir de partir à l'aventure à son tour. Ce qui finit par faire, armé des gadgets mis au point par Diana, de sa culture mythique et de la surveillance attentive de Java. Martin Mystère, identifié.
Dans la bande dessinée, Diana Lombard est la fiancée puis épouse de Martin. Elle est une assistante sociale frustrée par les voyages de son fiancé, qui a la mauvaise habitude de ne pas la prévenir de son départ et d'en plus se retrouver entourée par de ravissantes femmes. En dehors de ça, dans les 2-3 histoires que j'ai pu lire, elle joue parfois les DED, Damoiselle en détresse! mais pas grand chose de plus. Je donne l'autorisation aux experts de la BD de me fustiger et de me corriger dans les commentaires. Dans la série, Diana devient la demi-sœur de Martin, qui n'a pas la même mère qu'elle. Je sais pas trop le pourquoi de ce changement, j'imagine que c'est pour éviter l'ambiguïté sur toutes ses critiques quand il fait son dragueur à 2 balles et qui pourrait être interprété comme de la jalousie. Mais à part ce détail zarbi, Diana est le cerveau du trio. Elle n'a que des A dans toutes les matières ou presque et participe à 37 activités extrascolaires différentes, au point que ça lui ruine parfois la santé. Elle est également très à cheval sur le respect des règles et l'importance des études, ce qui déclenche souvent des conflits musclés avec Martin. Pour les fans de Donjons et Dragons qui m'écoutent, son alignement est donc loyal bon. Pendant les enquêtes, elle fait preuve d'un syndrome de Scully assez effrayant quand on connaît ses antécédents. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, le syndrome de Scully est une formule narrative dans laquelle un personnage présenté comme rationnel échafaude des théories tarabiscotées pour ne pas avoir à reconnaître qu'il est face à une situation paranormale. C'est ce que fait Diana dans la plupart des enquêtes quand elle ne joue pas les DED ou les appâts. Ça ne l'empêche pas d'être aussi compétente que son frère, voire même de trouver la solution au problème de l'épisode. Elle est jouée par Kelly Sheridan en anglais et Dorothée Pousseau en français. Tu n'as pas remarqué notre plongeon d'une falaise de 300 mètres de haut et qu'une femme oiseau a essayé de nous tuer? Non mais je rêve. Vous avez encore tout oublié? On dirait qu'on vous a fait subir un lavage de cerveau. Et attendez un peu. Et oui, mais c'est ce chant mystérieux qui vous rend amnésique. J'ai beaucoup d'affection pour Diana. Faut dire, j'ai toujours apprécié les personnages intelligents dans les fictions. Même si c'est vrai que son obsession pour la rationalité est assez énervant au bout de 3 épisodes. Essayons donc de changer un peu la donne. Même si mon affection pour le personnage vient en partie de son design, il faut admettre qu'elle a un physique assez banal qui tient sans doute en partie de l'esthétique de la série. Faut dire qu'on économise pas mal de temps quand tous les persos sont dessinés avec le même profil. Pour l'iconiser un peu, j'ai donc décidé de raccourcir ses cheveux, de la vêtir d'un pull à col roulé et de lui ajouter des gadgets de sa fabrication. Des goggles scanner, un sac à dos sans fond, des chaussures anti-gravité et un brassard de contrôle. En termes de caractère, ma version de Diana ne serait pas aussi fermée au paranormal, mais resterait plus à l'aise avec la technologie. Je l'imagine bien d'un naturel calme et plutôt réservé, mais qui cacherait une personnalité théâtrale et un petit côté savante folle. Par exemple, elle adorerait se lancer dans de grandes tirades pour vanter ses dernières inventions. Elle serait l'experte technique à l'origine de tous les gadgets délirants de la série, Chronoscan compris. Et elle profiterait de ses aventures avec Martin pour tester ses dernières inventions sans avoir à craindre de blesser des personnes un peu trop fragiles à son goût. Son alignement serait donc chaotique bon, voire chaotique neutre, mais vraiment au pire du pire. Diana Lombard, identifiée. Dans la bande dessinée, Java est un homme de Néandertal qui vivait en Mongolie dans une cité perdue avec ses camarades jusqu'à rencontrer Martin Mystère. Il le suit ensuite dans le monde réel auquel il s'adapte malgré son mutisme. Très attaché à l'écrivain aventurier, il l'accompagne dans la majorité de ses aventures où il peut mettre sa force brute, ses sens très développés et son instinct presque animal au service de l'enquête du jour. Dans la série, Java des Cavernes, juré que c'est son nom, travaille comme homme à tout faire dans le lycée de nos héros. Il n'est pas muet mais n'a pas vraiment une bonne maîtrise du langage, donc il parle peu d'un français un peu cassé. Il est également assez méfiant de la technologie moderne, mais ne rechigne pas à l'utiliser pour son travail au lycée ou au centre. Au sein du trio, c'est lui les muscles, normal vu la carrure du bonhomme. Il a aussi un bon instinct et des sens assez développés, mais c'est en général sa force qui est le plus mise en avant. Assez étonnamment, sa rencontre avec Martin et Diana a eu droit à un épisode flashback vers la fin de la saison 1, mais pas l'arrivée de ces derniers au centre. Il y a bien eu le pilote, mais celui-ci n'a jamais été diffusé, et j'ai réussi qu'à trouver une promo en anglais, donc va falloir se contenter de ça. Il est joué par Del Wilson en anglais et Sylvain Lemarié en VF.
On doit régler le problème maintenant. Si Java doit entendre encore une fois « Je t'aime, Martin », l'homme des cavernes va exploser et va dévorer quelqu'un. Java équilibre assez bien le trio, et même s'il n'est pas un génie, ce n'est pas un abruti pour autant. Et puis, je trouve ça assez marrant qu'il soit le personnage qui ait subi le moins de changements graphiques entre la BD et la série. Néanmoins, il va bien falloir que j'y appose ma patte pour compléter mon exercice. C'est parti! Bon alors, je pense pas aller autant dans le détail du profil néandertal, ça clasherait un peu trop avec le style que j'ai essayé de reproduire. Parce que oui, ma version de Java reste un homme des cavernes, propulsé dans les temps modernes. Par conséquent, il va falloir lui faire une carrure plutôt épaisse, mais pas au point de faire de lui un bodybuilder non plus. Il sera donc un peu voûté, mais sera capable de se tenir droit, sauf dans les scènes d'action où il aura parfois le réflexe de se déplacer un peu comme un animal. Et comme dans la série et la BD, il aura un instinct et des sens plus aiguisés que ses compères, en plus d'une force conséquente. C'est en termes d'histoire qu'on va changer quelques détails. En effet, ma version de Java a été découverte par les parents de Martin au cours d'une précédente aventure. Ces derniers l'ont ramené chez eux et, pour éviter qu'il ne soit sujet à des expériences pas très éthiques, ils l'ont aidé à s'intégrer dans le monde moderne avec sa technologie, son langage et le reste. Ils ont également fabriqué une identité pour les autorités jusqu'à ce qu'il se fasse engager comme homme d'entretien à l'Institut de nos héros. Comme il a en quelque sorte grandi avec Martin, il le voit comme un petit frère intenable sur lequel il doit veiller quand leurs parents sont à l'étranger. Et même s'il est généralement un vrai nounours incapable de faire de mal à une mouche, il faut pas trop le chercher non plus. Pour ce qui est du langage, je l'imagine parler un français aussi correct que possible, mais il se tromperait sur certains mots, genre dire sa mère en salopette à la place de sa perlipopette. Parce que bon, le coup du moi Tarzan, toi Jane, ça devient rapidement lourdingue. Java des cavernes, identifié. Alors oui, j'aurais pu m'attarder sur des films gore ou beaucoup plus typés horreur que sur cette espèce de concurrent bizarre des Totally Spies. Mais d'une, je suis une grosse pétocharde qui s'assume à 100%. De deux, je déteste les trucs gratuitement gore. Et de trois, ça me donne l'occasion de parler un peu de la peur dans les histoires destinées à un public jeune. Pour la majorité du public, les enfants ne devraient pas être confrontés directement à des émotions trop fortes. Il vaudrait mieux les conforter dans de belles histoires où même les méchants les plus méchants peuvent avoir une forme de rédemption. Il suffit de voir tous les bouquins, émissions et autres qui tentent de débunker les clichés des contes de fées, comme pour aider les parents à déculpabiliser de lire à leurs gosses des histoires avec du cannibalisme, des meurtres et des comportements intimes pas très corrects. Mais vouloir atténuer les parties les plus effrayantes d'une histoire revient à oublier qu'elles sont là pour une bonne raison. Les contes n'avaient pas pour but d'endormir ou de faire rêver les enfants, mais de les avertir des dangers du monde de manière symbolique. Genre, méfie-toi car quelqu'un d'apparence présentable peut se révéler être un véritable monstre. Ou encore, ne crois pas aveuglément les inconnus croisés en chemin. Même Disney ne se privait pas de faire des scènes bien terrifiantes alors qu'ils sont quand même la quintessence de l'ambition grand public. Mais on arrive à passer outre parce que, malgré toutes ces séquences horribles, les héros arrivent à battre les méchants et à trouver le bonheur. C'est d'ailleurs la même chose avec les séquences tristes. Don Bluth, réalisateur à l'origine d'entre autres Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles, Fievel et Le Nouveau Monde et Anastasia, avait comme philosophie que les enfants peuvent supporter toute forme d'émotion désagréable tant que l'histoire se termine bien pour les héros. Et je suis assez d'accord avec lui. Alors attention, je dis pas qu'il faut mettre Timmy 5 ans devant des signes, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et bien évidemment que l'animation n'a jamais été et ne sera jamais exclusivement réservée aux enfants, malgré ce que les incultes peuvent baragouiner. Je pense cependant que les fins heureuses, ou du moins douces amères, seront embellies par toutes les horreurs et le désespoir qu'il a fallu affronter pour les atteindre. Il faut également se rappeler que tout le monde n'a pas la même sensibilité, et donc Germaine n'aura pas nécessairement peur des mêmes trucs que Dominique. Et en dépit de son rythme un peu trop rapide, de ses faiblesses techniques et de sa censure si présente que même l'épisode sur les vampires ne contient aucune gouttelette de sang et ça faut le faire, je gage que Martin Mystère aura certainement prodigué leur premier frisson à une partie de son jeune public. Et avec toutes ces références, peut-être que ça en aura encouragé quelques-uns à se tourner vers des formes d'horreur plus explicites.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode de novembre et d'ici là, encore joyeux Halloween! Ouais, j'ai laissé le dragon à l'atelier aujourd'hui. J'ai déjà fait un screamer et puis au bout de 4 épisodes, ce gars commence à devenir un peu... J'ai menti.